Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau débrief des primes, comme on les appelle, les petits débriefs des primes. L'Olympique de Marseille a perdu pour la première fois en 2024, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'avant on était déprimé, mais on ne perdait pas. C'est ça qui est beau avec Gattuso. Comme il l'a dit, une équipe qui n'est jamais dominée. Et oui, on n'est pas dominé, mais on ne perd pas. On a l'impression d'avoir perdu, mais hier on a vraiment perdu. On a vraiment perdu face à ce terrible ogre lyonnais. Un terrible ogre lyonnais. Ouh là 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 là, ils étaient forts. Ils sont 15e d'ailleurs. Waouh, ça a été très dur ce match, mais je m'en fous un petit peu. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que en fin de live, on va parler aussi de la belle qualification des jeunes Olympiens face au PSG. Un vrai beau match au campus, à l'OM Campus. J'ai passé un peu mon week-end à l'OM Campus, puisque samedi, il y avait les féminines et dimanche, le match de Gambardella. Et que ça va être ça, je pense, pour moi, l'OM en cette fin de saison. Malheureusement, les filles ont perdu face à Nice. C'était un gros match face à un concurrent direct. C'est dommage, mais elles sont toujours dans le coup pour la montée. Donc, les matchs allés viennent de se terminer chez les féminines. Donc là, on repart. Il y a le classement. On va voir ça en fin de live. Le classement, il est un peu dur à lire parce qu'il y a des matchs en retard, tout ça, mais elles sont dans le coup pour la montée, et puis voilà, la Gambardella, il faut pas s'enflammer, mais c'était un vrai beau match, des bonnes émotions, et l'OM ne nous a pas donné beaucoup de bonnes émotions cette saison, donc j'étais extrêmement satisfait de voir ça avant de tomber face à... Donc au soir, j'attendais rien, enfin je vois que c'est un petit peu devenu le slogan de cette saison, j'en attendais rien et je suis quand même déçu, donc... L'OM de Gattuso s'est donc incliné hier à Lyon dans cet Olympico, comme on l'aime l'appeler, mais qui est devenu, c'est vrai, un vrai classique du championnat de France, puisque, mine de rien, depuis le début des années 2000, il y a une vraie rivalité avec Lyon. Donc voilà, une rivalité qui déborde sans doute un petit peu trop souvent, et c'est un match qui a une certaine symbolique. Donc ce match, on l'a perdu. Ce match, on l'a perdu comme d'habitude. Je vais vous lire un petit peu les notes que j'ai prises, alors que je vais vous faire un petit point sur le classement. Donc l'Olympique de Marseille est 8e, à 6 points de la 4e place, hein, puisqu'on va passer la saison à faire ça, je pense, c'est-à-dire, oui, mais on n'est qu'à 6 points de la 4e place, et à 7 points de Lyon, qui est le premier non relégable, donc... 7 points, attendez, je dis pas de bêtises. Non, quand même un petit peu. 10 points quand même. Non, ça va, on va assurer le maintien. Donc l'OM est 8e, voilà, 6 points de la 4e place, qui serait exceptionnel. Et si vous voulez mon avis, il faut plus viser la 5e place. D'ailleurs, j'y pense, mais je vais mettre ce live en replay sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, à like, tout ça, parce que ça aide la chaîne. Et je pense que je vais faire un essai. Je vais essayer de mettre tous les débriefs en replay désormais. Et si vous voulez être en live, venez sur Twitch. On s'amuse bien. On est poli et on a des bons débats avec vous tous dans le chat. Donc d'ailleurs, je vous ai même pas salué, Iki, que les habitués, Planète Valnor, Dark Marshall, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Salut Nicolil, salut Extensible. Salut à tous, tous sur l'Europa League extensible. Mais non, allez, faut arrêter les conneries, il faut avoir le moins de matchs possible. Là. C'est bon, il faut arrêter. Comme l'a dit Iki, hâte d'être à la fin du championnat. Moi, franchement, j'ai pas envie d'y croire parce que cette équipe, elle a rien du tout. Et franchement, elle a rien. Alors, parce que oui, hier, pendant le match, je me suis dit, bon, je vais prendre quelques notes, mais en fait, après, j'ai tout supprimé, ça sert à rien. Notez, oui, cet OM n'est animé par rien du tout. Il n'y a pas d'élan, pas d'allant. C'est vraiment frappant. La manière dont il y a 2 ou 3 situations.
où tu récupères des ballons, tu dis allez, va devant. La verticalité, je sais pas si vous avez vu, c'est le nouveau mot à la mode ça du côté de l'OM. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais été en conf, que j'avais demandé à Gattuso, je m'étais dit bon allez, je vais essayer de lui poser un peu une question sur son projet de jeu. Donc je lui dis machin, le projet de jeu, est-ce que vous voulez mettre qu'est-ce que vous voulez mettre en place, est-ce que ça a changé par rapport au fait que vous connaissez la Ligue 1 machin. Et puis il m'a répondu oui, plus de pistons, il faut qu'on travaille mieux avec les pistons et plus de verticalité. Bon bah très bien, bah il y a plus de pistons, comme ça c'est simple. Hier on a joué avec Bamo Meïté sur le côté et la fameuse verticalité. Franchement, je croyais que je savais ce que c'est. C'est-à-dire que la verticalité, tu vas vite vers l'avant. C'est pas dur, c'est ce qu'on faisait un petit peu avec Igor l'année dernière. Sauf que là, eh ben, quand tu récupères le ballon à mi-terrain, des fois tu as des bonnes récupérations et puis tu passes le ballon à Unai ou à Harit. Encore qu'Harit, il veut aller un petit peu de l'avant. Et là, ils sont comme ça et ils se regardent et tu sens que là, il y a les 50 000 préceptes tactiques qui essayent de faire infuser Gattuso. Donc là, le mec, il est là dans sa tête, ça fait comme le même là avec Zach Galifianakis, là où il y a plein de 4 plus 8 plus 5. Attends, je fais quoi là déjà? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc au final, les Lyonnais reviennent. Pas de verticalité, zéro, jamais, à part Harit qui prend le ballon et qui remonte et voilà. Sinon, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de risque aussi, voilà, pas d'élan, pas d'allant, c'est ça. C'est-à-dire que la verticalité, c'est aussi prendre des risques dans la passe, c'est tenter des choses. Peut-être tu vas perdre le ballon, c'est pas grave, tente-le. Peut-être tu vas perdre le ballon. Peut-être si tu tentes cette passe, si tu vois l'appel et tu la tentes la passe, peut-être tu perds le ballon parce que c'est dur. Mais non, tu la tentes pas la passe. Tu fais ouh là, je risque de perdre le ballon. Et ça ne peut pas être. À un moment, c'est des consignes du coach aussi. Tu dis allez, prends le risque, c'est pas grave. Jamais un Marseillais ne prend un risque. D'abord, il fait tous les calculs de Zach Galifianakis là, 4 plus 4 plus 8 plus 3. Alors je fais ça. Alors Samuel Gigot, il est en trait-toi Christa cette fois-ci ou en meneur de jeu reculé. Tu comprends pas, tu sais pas, tu fais 1 milliard de choses et tu fais rien. Donc tu ne prends jamais de risque dans le jeu. Tu attends d'être proche de la surface de réparation et puis après, ben si avec un peu de chance tu finis par te procurer une situation de frappe, ça va. Mais voilà, pas d'élan. J'ai noté aussi, elle ne croit pas, donc l'équipe ne croit pas en ce qu'elle fait parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire, ce en quoi elle doit croire. Donc elle récite ce football un peu automatique, scolaire, pas inspiré. Voilà, en fait c'est ça. C'est Matsei qui nous dit pas d'élan, pas d'allant, pas de talent. Ça rime. C'est marrant et je pourrais être d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a du talent dans cette équipe. Moi, franchement, je pense que le milieu de terrain a plus de talent que le milieu de terrain sous l'OM de Bielsa. Je pense que Unai, Harit, bon ok, Onana c'est un peu dur, mais est-ce que Onana est moins bon que Romao à l'époque? Je sais pas, mais je pense que Iliman Ndiaye, il a du talent, mais Iliman Ndiaye, c'est un joueur, on a compris que sa qualité c'était d'être dans l'axe. Bah, tu le mets à droite. Ok, very good. En fait, tu ne fais rien avec ces joueurs-là. Et ouais. Franchement, c'est un petit peu déprimant, un petit peu fatigant. Après, écoutez, d'un côté, je me suis quand même un peu énervé hier pendant le match, mais plus trop. Là, franchement, je m'en bats les couilles. Faut pas dire ça, on va être ban. Mais je m'en tape vraiment un petit peu. J'ai compris que la saison, elle était finie. Je vous conseille à tous, cher chat, de faire pareil. Vous en foutez, ça y est, c'est bon. C'est fini. Il faut se dire que la saison, elle est ratée. Elle est ratée par les mauvais choix de Longoria qui a vraiment fait une grosse erreur en prenant Marcelino. Elle est ratée par cette réunion scandaleuse à la commanderie début septembre dont on n'a pas compris le truc. Et elle est ratée ensuite par un autre choix peu inspiré, un choix un petit peu entre deux. Un choix d'un coach qui en fait, comme je l'ai mis sur Twitter hier, en fait, on a tendance à se dire, bon, les entraîneurs,
c'est un peu soit vous avez un entraîneur avec une idée de jeu très forte, genre Gasperini par exemple, ou alors un mec qui va plus être, ce que j'allais dire Ancelotti, peut-être pas, mais Villas-Boas, tu vois, ou genre un mec Villas-Boas qui va adapter son schéma de jeu aux forces de l'effectif. Donc il va dire, bon bah ok, moi j'ai pas de dogme, j'ai ce mec-là, il peut faire ça, ce mec-là, il peut faire ça. Donc j'essaye de mettre en place une organisation structurée par rapport à ce que mon effectif il me donne. Quand j'ai fait les interviews pour ce bouquin-là, l'entraîneur français, c'est un truc qui est beaucoup revenu, ce truc. Les mecs que j'ai interviewés, tous ces gars-là, des gars qui ont quand même beaucoup entraîné en Ligue 1, de Nouex, Dalloglio, Hans, ils disent tous, bah voilà, en fait, il y a soit tu t'adaptes à ton effectif et tu crées un truc, ou alors soit tu as une idée forte et t'en déroges pas, voilà. Typiquement, tu dors. Mais Gattuso, en fait, tu sens qu'il a lu tous les trucs, qu'il sait toutes les idées modernes du football, donc il veut les faire scolairement, il veut que ça soit fait. Donc d'un côté, t'as un peu ce truc, genre l'idée forte, mais d'un autre côté, tu t'adaptes un peu à ton effectif parce que tu mets des tapes dans le dos de tout le monde en disant c'est génial. En fait, au final, Gattuso, c'est ni l'un ni l'autre de type d'entraîneur, mais il veut faire les deux, donc on fait rien du tout. Donc c'est un très mauvais entraîneur. Ensuite, il y a l'effectif. Il y a l'effectif, il y a le fait que le modus operandi de Longoria, c'est ça, c'est de tout le temps changer. D'un autre côté, il ne s'en est jamais caché. À la fin de la saison dernière, il le dit. Quand ça fonctionnait, ça fonctionnait. Mais là, t'as tout fait foirer. Le modus operandi de Longoria, il reposait sur le choix du coach. Et je pense que ce sera le sujet de ma vidéo cette semaine. C'est le choix du coach. Et je pense que j'ai compris le moment où ça a foiré avec Longoria et le moment où il a fait le mauvais choix de coach. Et c'est le choix où tu veux te rassurer. Allez, je vais vous lire un petit peu parce que je parle. Matsei qui me dit comme un certain jour de quart de finale face au Bayern. Ouais, c'est vrai qu'il y a moi, cette réunion, alors elle va pas faire autant de bruit, machin, tout ça, mais j'avoue que j'ai eu du mal à la comprendre et que vraiment elle me reste un peu en travers de la gorge parce que je pense que Marcelino était quand même un mauvais choix. Je sais que les supporters n'ont pas demandé le départ de Marcelino et que donc lui est parti de manière précipitée sans qu'on lui demande. Et bon, voilà, elle a précipité beaucoup de choses aussi. Je pense que c'était un mauvais choix, mais qu'elle a précipité beaucoup de choses et qu'après on est parti chercher notre grand entraîneur italien. D'ailleurs, tiens, une réflexion aussi que je me suis faite. Allez, attendez, parce que c'est pas le moment. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui parle des 3 ans de contrat de Aubameyang qui vont nous coûter cher, c'est Planète Valnor. Franchement, c'est une question quand même. Hein. Moi, je pense qu'Aubameyang, en fait, donc j'ai beaucoup tapé dessus en début de saison. En disant que, enfin en début de saison, pas tout de suite, je laisse toujours aux joueurs, aux entraîneurs, c'est ma manière de voir ce que enfin tu vois, je suis un peu chroniqueur de l'OM, avant sur FCM, etc., ici, machin, truc, donc la manière dont je vois ça, c'est quelqu'un arrive, je peux avoir un a priori positif ou négatif, genre Sampaoli, j'avais un a priori positif que c'est pas vraiment confirmé par la suite, mais je peux avoir un a priori positif ou négatif, donc ça tu le dis dès le départ, j'ai un a priori positif négatif sur le mec, mais il part dans tous les cas avec une balance neutre. Et selon ce qu'il fait, s'il fait des choses bien, je mets du plus. Et s'il fait des choses moins bien, je mets du moins. Et le truc de Aubameyang, donc, voilà, il arrive, je me dis, a priori, voilà, j'étais plutôt neutre. Et puis, il y a du négatif, parce que pendant longtemps, ça fait du négatif. Donc, à un moment, je dis, ok, donc au niveau des expected goals, machin, tout ça, c'est très mauvais. Et puis, il y a un moment où il met du positif dans la balance.
Et donc là, tout le monde s'est enflammé en disant waouh, Aubameyang, joueur du mois de décembre, machin, dans le truc, en fait, c'est une bonne recrue, quand même, ça, c'est un vrai attaquant. Et en fait, là, ça redevient négatif, 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 négatif. Et je pense que le truc d'Aubameyang, c'est que c'est un très bon remplaçant pour un club qui peut se permettre de payer 700 000 balles pour un gars qui va jouer entre 15 et 25 matchs dans la saison. Voilà, sauf que là, nous, l'Olympique de Marseille, il y a un budget qui est très limité. Le salaire d'Aubameyang est énorme. C'est le salaire d'un joueur star qui doit débuter tous les matchs et qui doit porter ton équipe, sauf qu'il a le rendement d'un excellent remplaçant, d'un super sub. Donc voilà, donc on se retrouve avec ça et ça va pas aller en s'arrangeant avec le nombre des années parce que voilà, l'année prochaine il doit être encore un peu moins rapide et puis en plus de ça c'est un joueur aussi qui est un petit peu comment dire exclusif. Il fait un type de jeu, c'est-à-dire que sa particularité forte, c'est de prendre la profondeur. Tu es l'Olympique de Marseille en Ligue 1, la majorité des équipes, tu dois les dominer, elles t'attendent dans ton camp, donc il y a moins d'espace. Et en plus de ça, tu es un joueur aussi dont la qualité principale est la qualité d'appel, et tu n'en fais plus autant que par le passé. Et en plus de ça, tu évolues dans une équipe où on fait 50 000 calculs avant de t'envoyer le ballon. Donc, très compliqué, très compliqué. Non, Planet Valor, je t'assure, j'avais fait des captures d'écran parce que Planet Valor qui me dit les X-Goals n'étaient pas mauvais, simplement il plantait pas les buts qu'il devait mettre en début de saison. Mais non, en fait, à un moment, il était à un truc genre il avait 7 expected goals et 2 buts. Il était vraiment en retard. D'ailleurs, là, il doit... Après, c'était un peu rattrapé par le fait qu'en Europa League, par contre, il était bien mieux. Mais tu vois, attends, alors je vais vous partager mon écran. Il se rattrape en Europa League. Ok, alors bien sûr, comme d'habitude, vous ne voyez pas encore mon écran. Voilà, il est là. Voilà, nous avons Aubameyang. Merde, par contre, si vous ne voyez pas... son joli minois. Voilà. Alors, Aubameyang, il est en Ligue 1 à 9,4 XG et il est à 6 buts. Voilà. Donc, par contre, il a fait des passes décisives. Donc, c'est vrai que ça, il m'a un peu surpris parce que, comme je disais, pour moi, c'est vraiment un joueur exclusif dont la qualité forte, c'est vraiment ça. Par contre, il a su se montrer. Je pense notamment à la très belle passe qu'il fait pour Murillo. Ça m'a un petit peu surpris, mais il sait faire ça et il se rattrape un petit peu en Europa League, voilà, où il a marqué 5 buts pour 2,8 expected goals. Bon, il y a un peu des pénaux, etc. dans le tas, mais même avec sa bonne période, ses bonnes 3 semaines entre novembre et décembre, il est toujours à la traîne au niveau de ses expected goals et il était là justement sur ça. C'était vraiment la direction insister sur ce qui sur le fait que le point fort d'Aubameyang, c'est que c'est un meilleur finisseur qu'Alexis Sanchez. C'était un petit peu ça l'argument, mais non, en fait, c'est pas ça fonctionne pas. Patou qui dit salut Mourad, je trouve qu'on critique beaucoup Harit Tounaït à juste titre, mais Iliman Ndiaye, on est très gentil avec lui alors que c'est un énorme flop, il apporte vraiment rien à l'équipe. Bah hier oui, mais avant qu'il parte, quand tu jouais à 2, parce que Iliman Ndiaye, il est recruté. Pablo Longoria dit son profil est très rare, le profil d'un deuxième attaquant, un joueur axial comme ça qui peut faire le liant. Je n'aime pas m'arrêter au poste, machin. Je pense que tu peux le faire jouer à d'autres postes. Je pense que les très bons joueurs doivent s'imposer à d'autres postes également. Mais la manière dont les ailiers, par exemple, sous Gattuso, c'est quoi les ailiers sous Gattuso? C'est, t'es un ailier, allez, va sur un côté et fais des trucs, fais des machins. Et en fait, Iliman Ndiaye, c'est pas naturel pour lui de faire des machins. Par contre, si tu le mets dans l'axe, c'est naturel. Et étant donné que t'as pas de projet de jeu, faudrait peut-être faire ça. Alors, je veux voir aussi
Message dash 3 Roho. C'est triste, moi je trouve l'effectif bon, les joueurs ont du potentiel, mais ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Mais en même temps, on doit changer d'entraîneur. Et connaissant Pablo, on va changer des joueurs aussi. Pourtant, nos joueurs les plus mauvais, même si j'ai trouvé Unai pas si mauvais, sont ceux de la CAN où ils ont été très bons. Donc si nos joueurs sont mauvais chez nous, le problème vient de chez nous. Ouais, après ouais, Iliman Ndiaye et Sarr, bon, ils n'ont pas non plus... comment dire, explosé à la CAN. Harit, il a pas vraiment joué, pourtant c'est l'un des meilleurs hier. Héros, voilà. Fais gaffe quand même. Non, c'est Hero. Mais ouais, dans tous les cas, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve pas l'effectif si mauvais, mais oui. Enfin, je pense qu'un joueur, il change beaucoup selon le contexte dans lequel tu le mets. Et le contexte de l'Olympique de Marseille, c'est un contexte compliqué. Il y a des choses qui ne tournent pas dans le bon sens. Hier, il y a 2 barres transversales quand même, machin. Mais surtout le contexte du jeu. En plus d'avoir ces trucs qui sont contre toi, le contexte du jeu, il est désastreux cette saison à l'Olympique de Marseille. Voilà, franchement, il y a zéro idée. Gattuso a zéro idée. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Pas de conf pour présenter Faris, on me demande dans le chat. Si, je pense qu'il va en avoir une en octobre, en mercredi ou jeudi. Je crois que j'ai vu ça dans le groupe réservé aux journalistes. Donc écoutez, j'attends de voir ça. Qu'est-ce que je voulais voir ça? Je vous montre un petit peu le classement. Ah oui, hier j'avais fait la capture d'écran aussi de ça. Ça, c'est la première partie de saison de l'OM, les 17 premiers matchs. Les 17 premiers matchs, il y a eu... Alors, je vérifie que vous voyez bien que... Bon, ça va, si vous voyez... Voilà, les 17 premiers matchs, il y a eu donc 7 victoires, 6 nuls et 4 défaites. En sachant que dans cette victoire, tu as Le Havre et Clermont à domicile, et tu as Rennes et Lyon à domicile, et Rennes et Lyon étaient en totale déroute à ce moment-là, ils étaient dans les 5 derniers de Ligue 1, et plus une victoire à Lorient. Donc je pense qu'il faut viser ça, et les deux dernières victoires, c'est à domicile également, contre Brest, alors qu'il fait une excellente saison, mais c'était le début d'année, on ne savait pas encore qu'ils allaient aller si haut, et Reims, qui était, qui reste une bonne équipe, mais qui normalement est prenable. Donc je pense qu'il faut arrêter de se raconter des conneries. Je pense que la saison de l'Olympique de Marseille, elle se situe dans ces eaux-là. Que si on finit 5-6e, ce sera pas mal. Là, pour l'instant, donc là, on a joué 3 matchs de Ligue 1, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et on a fait 3 nuls. Donc attention, on a déjà fait 3 de nos trucs... de notre fameux potentiel nul sur une demi-saison, on a déjà fait la moitié. Et je pense qu'à un moment, attendez, si on va par exemple, parce que là j'ai OM féminine, attendez, je vais aller sur Ligue 1. Je pense qu'à un moment, en fait, on va jouer des équipes qui seront plus faibles, on va les battre, genre Metz par exemple, normalement tu peux les battre, tu vas avoir un peu l'état d'urgence machin. Montpellier, ça te réussit plutôt bien. Allez, tu réussis à Clermont et là, enflammade, Nantes. Et puis après, voilà, tu vas perdre à Rennes, tu vas perdre à domicile le Classico, tu vas perdre à Lille, ça va être à nouveau la crise. Peut-être tu fais un nul, ou peut-être tu fais un nul là-dedans, tu as un truc comme ça. Et puis peut-être face à Nice, tu fais un nul parce que c'est une équipe assez neutre. Et puis tu finiras par gagner Lorient, Le Havre. Il y aura une victoire ailleurs, tu vois, mais tu vas faire ça, quoi. Tu vas faire 6-7 victoires, 6-7 victoires et quelques défaites d'ailleurs. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de... Ça va, on va pas partager pour l'instant. La réaction de notre ami Gattuso après le match. Ça m'a un peu marqué. On a manqué d'engagement, bien sûr. Hein, vous savez tout ça, l'engagement, c'est bien connu. Mais voilà. Je vais vous lire un petit peu ce passage-là. Vous voyez bien. Non, bien sûr, parce que je l'ai mis trop haut. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match. L'OM, c'est un club exigeant. Il faut donc être exigeant avec nous-mêmes et je suis une personne responsable. Il ne faut pas chercher d'excuses. Nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs de niveau international.
Oui, mais certains. Ce que je remarque aussi, c'est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts à la 94e minute, des buts qu'on rate. J'attends de manière globale, j'attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j'attends plus de moi. Mais ça, en fait, c'est Gattuso. Voilà. Ce que je remarque aussi, c'est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose. Ça, c'est Gattuso. En fait, voilà, c'est Gattuso. Salut Papette, c'est Gattuso, c'est le truc. En fait, l'Olympique de Marseille, les supporters, on est là à dire ah putain, il faut battre, il faut faire ça, machin, tout ça. Mais Gattuso, il voit le match différemment. C'est normal, c'est un entraîneur, il voit le match avec un œil tactique, tout ça. Mais surtout, sa manière d'aborder le football, c'est personne ne te domine. C'est-à-dire que tu restes un petit peu à ce niveau, genre t'es dans la bataille. Et hier, je disais quand j'ai vu Quentin Merlin qui sort pour Ulysse Garcia, j'ai envoyé un message à un pote. Je suis sûr qu'il pense qu'on doit pas être très loin d'arracher un résultat. Ce qui était vrai en plus, on a frappé la barre transversale. Donc en fait c'est ça. Gattuso, c'est un football neutre, un football où tu as plein d'idées en même temps, tu prends pas trop de risques, tu fais attention, il parle toujours de jouer courageux, je sais pas ce que c'est, comme il parle toujours ça manquait de la verticalité, ouais. Ça fait quand même 5 mois que t'es là, hein. Tu manques toujours de verticalité. Bon, abandonne la verticalité et fais autre chose, je sais pas, parce que là ça va pas venir. Ça fait 5 mois et je me suis posé cette question. Parce que ce football-là, où le fameux tu fais tout, tu fais rien, voilà, Planète Val Nord, c'est mon credo sur Gattuso. Attendez, on va retourner là. Voilà, si on repart depuis les matchs de Gattuso, je l'ai déjà fait plein de fois, hein. Mais voilà, hier, tu vois, il peut dire, bah, on frappe 2 fois la barre, quand même. Lyon a été plus réaliste, alors qu'aux expected goals, c'est un désastre. Là, bon, on prend un but à la 94e minute. Bon, c'est dur quand même. Machin, bon, on perd au tir au but. Oh, c'est dur, là, on aurait pu marquer. Toujours avec ce truc, genre, bah, on n'est jamais très loin. Mais, donc, comme ils le disent si bien, personne ne te domine vraiment, mais toi tu domines personne non plus, parce que Marseille-Clermont ça peut aussi tourner dans l'autre sens. Brighton, tu prends le but à la 85e minute, donc t'es toujours comme ça, genre t'es toujours oh ça va, on est encore en vie, puis après tu oh merde, on prend un but, tout est gâché. Et beaucoup de monde est heureux d'avoir un ancien grand joueur à la tête de l'Olympique de Marseille. Gattuso, ça fait fantasmer. C'était un joueur voilà, qui se battait, qui était dur sur l'homme, et tout le monde voulait des Gattuso dans son équipe. Mais moi, je me demande si la manière dont Gattuso appréhende son métier d'entraîneur, elle n'est pas endommagée par sa carrière de joueur. Je m'explique. Si tu fais ce football neutre et que derrière toi, il y a Cafu, Maldini, etc., ça va. Normalement, tu vas pas le prendre ce but à la 94e minute. Si tu fais ce football neutre et que devant, tu as Kaka, Shevchenko, Inzaghi, puisque je vois que Super Pipo nous suit depuis few seconds. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. En fait, donc tu te dis, bah, moi, je fais ce qu'il faut là en tant qu'entraîneur. Je fais ce qu'il faut pour logiquement mettre en bonne condition mes joueurs. Sauf que là, t'as pas Maldini et t'as pas Shevchenko. Non, t'as Samuel Gigot et Aubameyang. Donc ça marche pas. Aubameyang a 34 piges. Donc ça marche pas. Sans oublier Vitinha. Donc ça marche pas. Donc en fait, c'est pour ça que je suis si partisan d'un football qui prend des risques. Un football, oui, j'entends toujours, oui, bah ça peut pas tenir une saison, ça peut pas machin. Ouais, mais là, en plus de ça, dis-toi, logiquement, on peut se dire, ok, c'est pas Gigot et Aubameyang, c'est pas Maldini et Shevchenko, ok, mais quand même pour la Ligue 1, c'est au-dessus. Sauf que l'histoire de ta saison est parti sur un mauvais ton. Donc ces mecs-là, ils sont pas en réussite. Donc il faut faire autre chose. Mais tu fais un football complètement ennuyeux. Voilà. Aubameyang peut-il jouer seul devant demande Super Pipo. Si tu veux reprendre du service, mec, on est partant. Hein. Mais en fait, tout dépend de la manière dont tu joues aussi. C'est ça, c'est que maintenant, jouer seul devant,
tu vois, t'as 10 manières de jouer seul devant. Et si tu joues seul devant avec un mec avec beaucoup de soutien, ou alors seul devant et l'équipe est très basse et il y a 50 plans pour aller te chercher dans la profondeur. Toi, tu sais que dès que ton défenseur, dès que ton latéral gauche il récupère le ballon, tu lances un appel parce qu'il va tenter de te trouver. Dès que le milieu central droit il récupère le ballon, tu pars. Si tu sais ce genre de choses, si tout ça est travaillé, très bien. Très bien, tu vois, ça, tu peux jouer seul devant, et si toute l'équipe est basse. Mais là, si tu joues bas, mais tu joues aussi haut, et puis tu prends des risques, mais t'en prends pas trop non plus, bah non, tu peux pas jouer seul devant. Et moi, je me demande vraiment si en fait ça ne lui fait pas rater l'évaluation du réel potentiel de ces joueurs, en fait. Il se dit pas, putain, mais normalement on gagne, quoi, merde, André il aurait mis l'occasion de Shevchenko, l'occasion de Vitinha à la 94e minute. Voilà. Après, le discours n'est que de façade. Vous parlez de quoi, les gars? Désolé, équipe, pour peut-être manger la pub. En plus, il faut vraiment que j'enlève parce que ça me rapporte 50 centimes en 6 mois, donc ça sert à rien. J'ai vu une stat aussi qui est effrayante où à l'extérieur on encaisse toujours au moins un but minimum, du coup presque impossible de s'imposer à l'extérieur. Et voilà, et puis en plus, tu vois, le côté neutre fait que bah, cette saison, t'es plutôt pas trop mal au Vélodrome. Alors, t'as un petit ingrédient en plus qui fait que bah, le Vélodrome, ça fait un peu plus pencher la balance de ton côté. Et quand t'es à l'extérieur, bon, bah, ça fait un peu plus pencher la balance de l'autre côté. Et comme ta balance, bah, c'est neutre, tu vois, c'est chercher un truc neutre, au lieu de prendre des risques, quitte à perdre des matchs. Mais là, t'en perds aussi, en fait. C'est ça le truc, c'est que de vouloir jouer la sécurité, tu perds aussi. Tu perds aussi. Moi, je suis pas du tout pour ça, voilà. Tu vois, genre Nice, bah, c'était bien sécurisé, t'avais bien bloqué. Lille, c'était bien sécurisé, t'avais bien bloqué. Lens, c'était bien sécurisé, t'avais bien bloqué. Et voilà, et t'as pris 1 point en 3 matchs. Bah bravo. Bah bravo, c'est pas mal, t'as pris 1 point en 3 matchs et pourtant bah, tout était bien sécurisé, bien bloqué. Mais à Minarid, c'est pas caca. Donc à Lens, quand il y a une occasion dans le match et qu'il faut bien mettre le plat du pied, ça fait caca, mais pas le bon. C'est ça le problème. Voilà, il faut si tu donnes plus, et j'ai pas envie de tirer sur un Minarid qui, je pense, est un bon petit joueur. Voilà, il y en a qui disent il devrait pas être titulaire à l'OM, machin, mais c'est sûr qu'il est pas titulaire dans l'OM de tapis, mais en tout cas, il crée quelque chose. Bon, c'est pas génial, mais c'est comme ça. De quoi on parle le caca culotte game? Est-ce que le seul espoir de notre saison réside en Gambardella? Est-ce qu'on passe tout de suite sur ça, les gars? Bon, je vais... dans tous les cas, là, je pense que changer de coach, c'est trop tard. C'est trop tard, je sais même pas. Disons que si on prend un coach excitant, au moins... Au moins, j'aurai un petit peu d'attrait pour ces matchs. Là, voilà, je les regarde en me disant, je m'en tape. Et puis à un moment, je m'énerve, je me dis, mais en fait, au final, on s'en tape. Voilà, tout le monde est nul, point barre, nous dit Loulou Papou. Bah oui, voilà. Tu pourrais nous dire aussi ce que tu penses de la responsabilité de celui ou ceux qui ont choisi cet entraîneur et ses joueurs? Bah oui, non mais c'est Longoria, hein. C'est dans tous les cas, Longoria et Ribalta sont les responsables de ces chefs, enfin de ces choix. Voilà, c'est tout, hein. Et moi je peux dire je peux critiquer les entraîneurs, machin, mais ceux qui ont ramené ces entraîneurs-là sont la direction. Donc voilà, c'est tout. Il faut prendre ses responsabilités et autant tu vois, dans tous les cas, c'est de la responsabilité de la direction parce que Marcelino, en fait, il fallait mieux évaluer le fait qu'il ait envie de se casser. En plus de ça, il commençait à avoir des rumeurs. Ouais, mais d'un autre côté, Longoria, il commence à critiquer son pote Marcelino, machin. Lui, allez hop, dès qu'il a une occasion, il est parti.
Bien sûr que les supporters n'auraient pas dû faire cette réunion complètement lunaire, incompréhensible. Très bien. Mais n'empêche qu'à la base, si tu as un coach qui a un petit peu plus... je sais pas, tu vois, je pense pas que Guéret se soit cassé à ce moment-là, par exemple. Je pense qu'il serait resté. Et voilà, tu vois, si tu as un coach qui est un petit peu plus solide, qui peut un peu mieux résister à ce genre de vent contraire, bon, voilà. Surtout qu'en plus... tu restes toi après, donc bon, ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'attaquer Longoria sur cette crise, parce que cette crise, plus le temps passe, plus je pense que les supporters ont fait une connerie. Voilà, je pense que voilà, ils auraient pas dû faire ça. J'ai pas compris, je comprends pas la raison. Au début, on a fait planer des trucs très dangereux. Au final, c'est pas normal en fait ce qui s'est passé, et le club allait plutôt dans la bonne direction à ce moment-là. Et si à la trêve on est 10e avec Marcelino qui fait n'importe quoi, tu réclames sa tête, tu dis à Longoria t'as fait n'importe quoi machin, ok, très bien, mais là en septembre, pour des plateaux repas et des trucs voilà, qui sont pas cool, qui sont pas bien faits, etc., je comprends pas. Je comprends pas, donc je comprends pas, mais toujours est-il que si t'avais mieux choisi ton coach, et ben ton coach il serait resté, et donc t'aurais pas aggravé encore la crise que les supporters avaient avaient commencé. Ensuite de ça, tu prends Gattuso qui est donc un mec qui a comme idée on va arriver à 0-0, à un moment on va faire la différence. Bon ben très bien. Donc Longoria est responsable, c'est clair et net. Il y a pas de, il y a Longoria et Ribalta, n'oublions pas, parce que Ribalta il part aussi. Ribalta il fait une Longoria plus Marcelino, c'est-à-dire il prend les choix. Et puis dès que ça a un peu fait de remous, il est parti tout de suite. Bon. Voilà. Bon, après, peut-être aussi qu'il y a un peu de McCourt aussi là-dedans. Puisque selon les rumeurs, Longoria voulait partir, mais McCourt a dit non, tu restes, machin, on veut pas que tu partes, sinon tu nous dois tous tes salaires, trucs. Donc McCourt aussi, voilà, il voulait pas partir, et il voulait pas que Longoria parte, et tout ça est très mal géré, tout ça est très mal géré de manière globale. Tout le monde a mis du sien pour foirer cette saison, et la saison elle peut être sauvée sur le terrain, même si c'est n'importe quoi en coulisses, mais que sur le terrain tu joues bien, ça va passer, mais là t'as fait les mauvais choix de coach 2 fois, donc voilà. Donc la saison elle est un peu terminée. On va regarder vite fait les notes, comme ça après on parlera des féminines et de la Gambardella, ce qui a été un très beau match. Voilà, on va sur Caféine. Et comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à la bibliothèque de votre ville, et enfin en tout cas dans les bibliothèques municipales de Marseille, vous avez un accès à la presse gratuit, légal, et vous ne piratez rien. Et c'est très positif, donc n'hésitez pas. Et je veux juste, avant de s'arrêter sur les notes, n'oublions pas, franchement, pensez à moi s'il vous plaît, maintenant à chaque fois que vous entendez le mot verticalité. Parce que le projet de jeu, c'est la verticalité, les gars. C'est la verticalité. Alors, les notes de la Provence. Lopez, 4,5. Meite, 2,5. Gigot, 5. Balerdi, 5. Merlin, 2,5. Onana, 4. Unai, 3. Harit, 2,5. Ok, je comprends pas trop pourquoi. Mais NDI 2, Aubameyang 2,5, Luis Enrique 2. Très bien. L'équipe, est-ce qu'ils ont pas un petit lien là vers... d'habitude, il y a un truc... Je vais chercher sur l'équipe. On va aller et lire le journal. Voilà, elles sont là, les notes de l'équipe. Ah. Je vous avoue que... Ah putain, j'ai pas l'habitude... En fait, habituellement, je lis pas souvent le PDF de l'équipe. Je suis pas fan du lecteur qu'ils ont. Comment tu fais pour descendre? Ouais, voilà, c'est ce que j'essayais de faire. Voilà. Vous voyez bien là les notes, les gars? Non, vous voyez pas bien parce qu'il y a ma tête.
Là, ça devrait être un petit peu mieux. Ouais, je suis pas fan de leur... qui me demande, Mourad, pour toi, c'était qui le meilleur hier? Pour moi, c'était Balerdi. Ouais, peut-être Balerdi. Ouais, oui, je sais pas, c'est tellement un match nul. Franchement, c'était tellement nul. Au début, le truc, c'est que je me suis dit, bon, Harit, il essaye un petit peu. Il y a, comme je suis traumatisé, moi, je suis vraiment traumatisé par ces moments où j'ai envie qu'on attaque et que tu vois les mecs qui font 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 plus divisé par la racine carrée de... Je suis choqué, ça m'énerve tellement quand tu peux partir en compte, quand tu peux partir en transition, quand tu peux faire mal à l'adversaire et que tu t'arrêtes, que tu laisses tout le monde revenir. Donc j'étais tellement énervé par beaucoup de joueurs de l'OM que Harit était l'un des rares à ne pas faire ça, à ne pas stopper le jeu, à essayer d'aller de l'avant, à essayer des fois de prendre un ou deux risques dans les passes. Donc, je sais pas pourquoi il est aussi mal noté, Harit. Bon, après il a pas été bon. Hein. Tout le monde a été mauvais, donc je vais pas. Qu'est-ce que dit la Provence, par exemple, qui lui a mis 2,5, alors que donc l'équipe lui a mis 4. Il a commencé le match avec un geste génial, un tir sur l'engagement qui s'est écrasé sur la barre de Lopez. Il a ensuite tout raté, ses tentatives de lancer en profondeur Aubameyang et ses coups de pied arrêtés, même s'il aurait pu égaliser d'une reprise du gauche qui a été contrée par la défense lyonnaise. Ouais. Ah, et fun fact, savez-vous que j'ai raté la première minute du match? Voilà, t'as raté le seul éclair dans cette grisaille. Voilà, allez hop, on passe à la suite. Fun fact. C'est quand même... Franchement, je suis arrivé parce que je galérais à lancer le match et parce que je regarde via l'ordinateur et quand je suis arrivé, je vois les ralentis, je me dis « Ah merde !» J'ai raté le seul frisson du match. Bon, on passe à la suite. Voilà, voilà, le plus... donc, je sais pas, j'ai bien aimé... Enfin, j'ai pas bien aimé. J'ai moins détesté Harit que les autres, voilà, on va dire. Puis après, je sais... franchement, le plus mauvais, moi, je mets à Aubameyang, même s'il est pas loin d'égaliser. Et que voilà, s'il égalise, il a 5. Il a 5 ou 6 partout, en fait. Et là, ben, comme il égalise pas et que c'est repoussé, on dit bah il a été vraiment nul. Mais Aubameyang, c'est censé être ton leader d'attaque quand même. Aubameyang, c'est censé être le mec qui doit porter ton équipe. Et il est invisible, il est nul, il est mauvais, il rate des conduites de balles, il fait 2 appels en 10 minutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très mauvais. Donc voilà. Et Loulou Papou qui parle de Nuama. Alors, c'est vrai qu'il a été plutôt bon, mais il a quand même beaucoup de déchets, Nuama. Et là, je vois beaucoup aussi de commentaires. Ça, c'est assez marrant parce que donc là, depuis hier, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui disent « Putain, ouais, si on avait Lacazette à la place d'Aubameyang », dans l'absolu, je suis plutôt d'accord. Je préfère Lacazette en tant que joueur de foot qu'Aubameyang. Je pense qu'il peut faire plus de choses. Mais Lacazette, il a rendu fou les supporters lyonnais. Hein. N'oubliez pas qu'on parle d'un 15e, hein, une équipe qui est en crise profonde. Et Nuama, il a rendu fou les supporters lyonnais parce que il était vraiment touché du syndrome. Je dribble la ligne de touche et le poteau de corner. Il driblait tout le monde et il avait énormément de déchets. Donc voilà. Il y a des équipes qui sont pires que nous, et comme je vous disais, parce que je lis aussi catastrophe industrielle, désastre, machin. Doucement, les amis, doucement. Hein. C'est une saison ratée, c'est fatigant, c'est nul à chier. L'OM doit faire mieux, il n'y a pas de doute, mais une catastrophe industrielle, c'est l'OM qui descend en D2. Voilà, moi je suis Lyon, je me dis j'aimerais bien être à la place de l'OM. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas terminer devant nous. Lol. Et bon, il y a quand même 10 points, ça va.
Oh là 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 là. Bon, voilà, donc match de merde, match de merde. Bon, parlons un petit peu, remontons-nous le moral et parlons un petit peu du match. Attendez, je vais vous montrer, j'ai la feuille de match là du 16e de finale, si je ne dis pas de bêtises, de la Gambardella, entre l'OM et le PSG. Donc vous ne devez pas y voir grand-chose, mais voilà, ça c'était les compos et les bancs. Les deux équipes entraînées donc par Christian Braconi côté OM et Zoumana Camara, ancien Marseillais, ne l'oublions pas, côté parisien. Et ça, c'était un vrai bon moment. Alors, c'est un match qui s'est terminé au tir au but, par une victoire de l'OM au tir au but. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez revivre un peu l'ambiance, à aller sur le compte FCM, le compte Twitter de FCM. Je pense que c'est aussi sur Instagram, mais j'ai pas Instagram, donc je sais pas. Mais Ryan, qui était là, a pris pas mal de vidéos de l'ambiance. C'était une très bonne ambiance et surtout donc au-delà du résultat, parce que ça aurait pu tourner dans l'autre sens au tir au but. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que cet OM a été convaincant et du début à la fin face au PSG, qui est donc un gros centre de formation. Donc c'est les U19 qui jouent les uns contre les autres. En plus, les joueurs alignés par l'OM étaient généralement plus jeunes. Comme tu le dis, Loulou, sur le match, Paris est physiquement plus fort, mais quelle abnégation, c'est super à voir. C'est ça qui m'a marqué, moi. Au début, je me suis dit, merde, putain, ils sont vraiment plus costauds. Et le but qu'on prend sur corner, je me dis vraiment, ouais, bah c'est aussi il y a une erreur de marquage, tout ça, mais c'est aussi la conséquence de la supériorité physique des Parisiens. Et pourtant, les Marseillais avaient bien débuté. Il y avait une volonté de presser les Parisiens, de bien les presser. Il y a eu quelques joueurs qui ont forcément brillé. Et puis, il y a eu les mêmes intentions du début à la fin. La seconde période, j'ai eu un petit peu peur aussi au retour des vestiaires, parce que on a senti une énorme baisse généralement des deux équipes d'ailleurs. Il y avait moins d'intensité. Après, il y avait vraiment eu beaucoup d'intensité en première période. Et je me disais, ah merde, c'est le genre de moment où tu t'endors un petit peu, tu vas te prendre un contre. Mais au final, les Parisiens, ils n'ont pas été très dangereux en seconde période, j'entends. Il y a eu un peu une ou deux situations. Et les Marseillais ont plutôt été dans le camp des Parisiens. Ils se sont encore procuré des occasions. Il y a quelques joueurs voilà, qui ont donc beaucoup brillé. Forcément, Enzo Sternal, qui... C'est vrai, il a pas mal de ballons. Il faut y aller doucement. C'est ça le truc général, c'est qu'il faut y aller doucement. Ce sont des jeunes. C'est vrai qu'Enzo Sternal il a de la gueule quand il a le ballon. Il est techniquement, il est propre. Il en fait pas trop. Il lâche le ballon assez vite. Il a aussi une bonne vision de jeu. J'ai un moment, ça doit être la 80e minute, un truc comme ça. Il est pressé. On lui donne un peu un ballon pas génial. Il voit que le jeu est à droite. Après le ballon lui revient parce qu'il est dans l'axe. C'est vraiment à l'arrache. Il voit à ce moment-là que le jeu est à gauche. Il fait les bons choix. Il s'arrache pour faire les bons choix. Donc, c'est pas mal. Et moi, les deux joueurs qui m'ont plus plu, c'est Yanis Selami, le numéro 6, qui en plus, apparemment, il est revenu en octobre d'une grosse infection. Je l'ai trouvé extrêmement propre, vraiment un joueur, parce que je le connaissais pas, je vais pas faire, je vais peut-être les suivre un petit peu plus sur la fin de saison, mais je vais pas faire le mec qui les connaissait tous, je les connaissais un petit peu, voilà, par rapport au titre l'année dernière, machin, en U17 il me semble, mais ouais, Selami, il est très propre dans tout ce qu'il fait, il est très intelligent tactiquement, bien placé. Il perd pas beaucoup de ballons, et puis en plus de ça il a évolué à plusieurs postes. En fin de match il monte un petit peu presque en neuf. Il est vraiment un bon joueur, donc à voir. Encore une fois, c'est des jeunes joueurs de 16, 17, 18 ans, donc attendons avant d'en faire des craquitos, c'est très important. Et le gardien aussi, Dosso, qui donc arrête ce tir au but dans la séance, et qui aussi en fin de première période fait un très bel arrêt, vraiment pas académique. Il se jette bizarrement, mais tu sens qu'il se jette, il fait exprès de se jeter comme ça pour prendre de la place, et il prend tellement de place que l'attaquant parisien lui frappe dessus. Donc Dosso formé à Paris, il me dit Loulou Papo, ok, je savais pas, mais franchement
vraiment très très bon, très très bon. Donc voilà, si je devais retenir un petit peu, ouais, je regarde la feuille de match. Après, comme l'a dit Braconnier dans sa réaction d'après-match que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de FCM, c'est l'ensemble qu'il faut féliciter. Ça a été vraiment un travail d'équipe. C'est pas sur 2 ou 3 joueurs que tu vas battre Paris, donc qui est un gros centre de formation. Vous savez, la région parisienne est la région qui forme le plus de joueurs pro au monde, avec celle de Rio, de São Paulo, je sais plus, l'une des deux. En tout cas, c'est l'un des principal vivier au monde de footballeurs, donc il fallait le faire, ils l'ont fait, ça prouve qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes quand même qui ont été faites. Ça m'embête un petit peu, mais bon, on va tout casser parce qu'on est l'Olympique de Marseille et qu'il faut tout casser. Donc voilà, félicitations en tout cas à eux. Vraiment, c'est pas juste une victoire au tir au but un peu à l'arrache. On a serré les fesses pendant 90 minutes et on a gagné, on a eu plus de réussite. C'est vraiment un match qui a été dominé dans l'ensemble, pas outrageusement, mais généralement au point. C'est les Marseillais qui en étaient vainqueurs et ils gagnent au tir au but. Ça fait du bien et ça a été un très très bon moment, vraiment très bonne ambiance. Quand ils gagnent, forcément, ils vont célébrer avec les supporters. Ils ont cassé un grillage, je crois, entre les supporters et les joueurs qui sautent sur le grillage. C'était beau à voir, franchement, c'était beau, plaisant, des bonnes émotions. Voilà, peut-être une ou deux insultes pas géniales. Plus je rigole, mais je devrais pas. Il y a peut-être un ou deux trucs dont on peut se passer, mais généralement c'était très bien. Donc voilà, à voir. Et Loulou qui nous dit il y a du potentiel chez nos minots. Franchement, les générations qui arrivent vont embellir ce club. J'aimerais, mais je ne le pense pas parce qu'on est l'Olympique de Marseille et qu'on va tout casser et que dans tous les cas, on ne laisse jamais la chance aux jeunes et puis qu'il faut recruter pour pouvoir avoir Jean Onana. Sinon, comment on fait pour jouer au football? C'est pas possible. Autre chose, les féminines. Alors, les féminines, ça s'est moins bien passé. Je vais vous partager l'écran. Donc cette année, l'OM a pour ambition de remonter en D2, en D1, excusez-moi, puisqu'elles sont en D2. Attendez, je peux pas bouger ma tête, voilà, comme ça. Ah non, mais sinon on me voit plus du tout. On me voit plus. Ah oui, non, mais je peux bouger ça, sinon. Voilà, je vais bouger ça comme ça. Voilà, donc l'OM est leader, mais comme vous le voyez, l'OM est leader avec 2 matchs d'avance sur Strasbourg et 1 match d'avance sur Nantes. Et malheureusement, l'OM a perdu ce week-end à domicile face à Nice. Donc là, on a une poule unique, c'est la fin des matchs allés parce qu'il y a eu un peu de retard, tout ça. Donc là, on est sur la fin des matchs allés. Yacine Gasmia nous a dit après le match, l'entraîneur de l'équipe féminine, écoutez, on a fini. On a fini la moitié du terrain. Maintenant, si on a 11 matchs à jouer, on va essayer de gagner les 11 matchs. Il a un bon état d'esprit, un état d'esprit conquérant. Je ne sais pas si on va gagner les 11 matchs, c'est compliqué. Mais l'OM va sans doute, quand Nantes et Strasbourg auront joué leur match en retard, va sans doute perdre cette première place. Mais sera pas loin. Dans tous les cas, au pire, l'OM est 3e. Et l'objectif, c'est d'être dans les 2 premiers. Même si elles veulent être championnes, etc. Mais le plus important, c'est d'être dans les 2 premiers. L'OM est lancé dans un projet avec ses filles depuis 2 ans. Le groupe a été changé, il y a du talent, il commence à y avoir quelque chose qui se met en place et c'est une équipe qui porte le blason de l'OM et qui mérite d'être respectée et encouragée au campus. Donc voilà, donc on va suivre ça, ça avec attention, je bois un petit peu. Et pour moi, je vous mens pas que pour moi, ma saison, c'est ça en fait. Maintenant, c'est les féminines. Je m'en fous. C'est les féminines et les jeunes. Parce que l'équipe première, j'y crois plus trop. Je vais regarder parce que c'est le porte-étendard de l'OM machin. Mais voilà quoi. Je pense qu'on est en roue libre. Je pense que on va faire de 5 à 8 victoires sur la phase retour. Et on va perdre quelques matchs et on va finir tranquillement comme ça, 4e, 5e. Mais par contre, voilà, les féminines, il faut espérer qu'elles puissent terminer dans ces 2 premiers. Là, donc, Strasbourg et Nantes se sont affrontés ce week-end.
Donc elles ont fait match nul, un but partout. Et Strasbourg avait été vaincu par l'OM, si je dis pas de bêtises. Voilà, juste avant la trêve, l'OM avait pris la première place à ce moment-là. Donc ça va se bagarrer entre ces trois équipes-là. Je pense que voilà, Lens est déjà un petit peu décroché. Je pense que ça va être entre Nice, Nantes, Strasbourg et l'OM. Donc on est de tout cœur avec elle et on va suivre ça de près. Et puis si vous voulez en savoir plus, y a le podcast sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Mourad Arts, vous les êtes peut-être d'ailleurs dessus, ou avec Nico dans notre podcast Olympique Magnifique, on vous a fait vivre ce match face à Strasbourg qui a été remporté juste avant la trêve et qui était aussi un bon moment. Voilà, parce que Loulou, tu dis tu as plus d'intérêt à faire les féminines et les jeunes pour écrire des articles que les pros. Clairement à mort de chez à mort, parce que comme je vous l'ai dit, les jeunes là c'était cool, la Gambardella c'était un bon moment à vivre, il y avait un truc, il y avait de l'allant, il y avait des joueurs que tu as envie de voir réussir, tu te dis ah ok ce gardien là machin, ok c'est pas mal ce qu'il fait. Donc je les ai pas encore suivis jusque là les jeunes. Mais je pense que je vais peut-être aller un petit peu plus les suivre. Je vais peut-être aussi aller voir la réserve parce que il y a Sparagnac qu'on a reçu plusieurs fois sur FCM, qui est un mec très sympa, tout comme Kassim Abdallah on m'a dit, même si Kassim Abdallah lui je le connais pas, j'ai jamais rencontré, mais c'est une équipe qui doit se sauver. Et puis c'est d'autres joueurs en fait, d'autres joueurs qui portent le blason de l'OM, d'autres joueurs et joueuses qui portent le blason de l'OM. Et c'est des histoires qui sont plus intéressantes que l'histoire oui on a manqué de verticalité et il faut mettre plus d'engagement. Ça y est c'est bon, on avait compris les gars. Ça y est c'est bon, je le fais parce que je dois bien le faire, mais ça y est, il y a un moment faut se faire une raison, ouais, on a manqué de verticalité. Et puis il nous faudrait aussi un 8e arrière droit. Vous avez pas un arrière droit là, quelqu'un un truc bon voilà les amis. Bon, on va se laisser là. Je vous remercie. Je vois qu'au moment où on a parlé des jeunes et des féminines, il y a moins de monde. Il y a eu un gros drop à ce moment-là. Un gros drop. Il y a moins de gens qui sont intéressés par les féminines et par l'OM. Mais bon, je le sais, c'est pas un problème. Je vis avec, je m'en plains pas. Franchement, vous savez pas ce que vous manquez parce que c'est marrant. C'est marrant de vivre l'OM de manière différente. Ça redonne un peu du baume au cœur. Franchement, le match par rapport à cette saison de l'OM, le match face à Strasbourg des féminines avant la trêve et le match en Gambardella de l'OM, ça a été deux des plus beaux moments. Ça a été deux des moments les plus excitants, les plus intéressants à suivre pour moi cette saison depuis la reprise. Donc ouais, vraiment, je vais plus m'intéresser à ça. Bon, je vais vous dire bon appétit. À bientôt les amis. On se retrouve, je pense que je vais changer un petit peu la manière dont je publie sur YouTube. Je vais faire un essai, je vais mettre en replay les débriefs des matchs où on parle comme ça. Ça peut attirer plus de monde. Je pense que c'est malheureusement même sur YouTube ce qui attire le plus de monde, c'est un peu le blabla, tout ça. Je pensais que je préférais moi faire ça sur Twitch, mais pourquoi pas, après tout, si ça vous intéresse et si ça vous ramène ici sur cette chaîne Twitch, n'hésitez pas à venir. Donc je pense que c'est plus approprié d'être sur Twitch avec des gens qui discutent en direct, on discute tranquillement, parce que sur YouTube tu as aussi le côté tu mets des commentaires, tout ça, bon, ça peut vite être fatigant pour avoir fait pas mal d'émissions avec FCM. J'en ai un petit peu peur de ça, mais on va essayer, on va voir un peu ce que ça donne. Peut-être que ce sera positif, et donc peut-être plus mettre ma vidéo travaillée de la semaine sur YouTube en fin de semaine, peut-être plus, voilà, jeudi, vendredi, et puis on se donne rendez-vous sinon, comme d'habitude. Donc là le match est vendredi, donc on se donne rendez-vous samedi pour ce débrief de OM Metz. On espère une victoire, je vous dis, normalement c'est victoire. Victoire de but à 0. Et Gattuso nous dit on n'est pas encore mort, on a réussi à trouver de la verticalité en fin de match.
Allez les amis, à très bientôt, bonne semaine, ne vous embêtez pas trop pour ça, non je vais pas en Hambourg, franchement j'ai plus trop d'intérêt pour, pour cette équipe A. Par contre on verra peut-être, pourquoi pas faire un déplacement pour les féminines s'il y a un gros match, un gros truc comme l'année dernière à Saint-Etienne. Je pourrais faire ça, voire même on le souhaite, hein, si l'OM va loin en Gambardella, on pourrait peut-être aussi essayer de faire ça. Écoutez, ça m'intéresse plus en tout cas d'avoir des histoires, des trucs un peu palpitants et auxquels tu t'attaches et que tu as envie de vivre que cette équipe de l'OM là. Bon, c'est pas. Après, écoutez, si l'OM passe ce tour et la destination est intéressante, pourquoi pas refaire ça. Bon, allez les amis, je vous dis à très bientôt. Et ciao ciao, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, ne pensez pas trop à l'OM, pensez à d'autres choses, il y a plein d'autres trucs cool dans la vie, et même dans le foot, il y a plein d'autres trucs cool, et même à l'OM, il y a plein d'autres trucs